Alors, Irène Fram, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Marie Curie prend un amant, votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Et vous nous y racontez un épisode méconnu mais non anodin de la vie de Marie Curie. Un épisode, à travers ce roman, vous nous livrez un très beau portrait de la célèbre savante, une femme courage prête à tout risquer pour ceux qu'elle aime. Alors, avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cet épisode et de la façon dont vous l'avez découvert ? Je suis tombée chez un bouquiniste sur un petit livret bleu qui comportait un ex-libris tout à fait libidineux, un vieux diable poilu. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est un roman porno des années 1900? Eh bien non, c'était deux journaux, deux articles de journaux, deux libelles, on va dire, qui disaient pique-pente de Marie Curie, que c'était une empoisonneuse lubrique qui forniquait avec un gigolo qui s'était introduit dans l'amitié de Pierre Curie pour lui piquer ses découvertes et mieux séduire sa femme. Pierre Curie était mort à ce moment-là. Je me suis dit, est-ce que cette histoire est vraie? Enfin, j'étais très choquée. Je ne savais pas du tout que Marie Curie aurait pu être la maîtresse de Paul Langevin. Et j'ai eu l'idée de vérifier les faits en regardant les archives de la Bibliothèque nationale. Et en fait, oui, c'est vrai. Elle a eu une liaison beaucoup plus longue que ce qu'on a pu penser avec Paul Langevin, grand scientifique lui-même. Elle avait découvert le radium et le polonium avec son mari Pierre Curie. Pierre Curie était mort, elle était veuve, et lui avait été aussi déprimé qu'elle parce qu'en fait, il avait été l'élève de Pierre Curie et finalement son élève préféré. Et un jour de 1908-1909, Paul Langevin ayant à lui-même un secret très lourd à porter à cause de sa femme, ils sont tombés, Marie et Paul, dans les bras l'un de l'autre. Et se sont passionnément aimés jusqu'au moment où on les a espionnés, on a volé leur lettre d'amour, on a rentré par effraction dans le petit local qu'ils louaient pour à la fois faire des recherches et s'aimer. Et ils se sont retrouvés jetés à la vindicte populaire, à la haine médiatique, un tourbillon effroyable. Évidemment, c'est Marie qui a tout pris. Elle était géniale, elle était veuve, elle était femme, elle était d'origine polonaise, on l'appelait l'étrangère, on a dit qu'elle était juive parce qu'il fallait vraiment l'enfoncer. Elle s'en fichait qu'on dise qu'elle était juive, mais c'était une femme qui respectait les droits humains et l'équité entre les hommes et les femmes. Et les hommes de toute confession et nationalité, mais ça a été effroyable et elle a failli en mourir. Alors, reconstruire cet épisode de la vie de Marie Curie n'a pas été chose aisée, puisque toutes les lettres d'amour et tous les courriers où il était question de cette période tumultueuse ont été détruits. Alors, comment est-ce que vous avez enquêté et quelles ont été vos principales sources de documentation pour reconstituer cette histoire? D'abord, l'assignation en justice, car Marie a été assignée à la chambre correctionnelle pour complicité d'adultère, qu'elle risquait la prison et une amende. Il y avait l'adresse et la description du lieu où Paul et elle se retrouvaient. Et quantité d'autres détails et les lettres d'amour citées pour preuve de sa supposée culpabilité. On était chez les talibans en 1911. C'était la femme qui prenait tout. Donc j'avais quand même des éléments grâce à ça. Et puis j'ai trouvé sa comptabilité. Et dans sa comptabilité, on observe des pics de dépenses vestimentaires chez cette femme d'habitude très austère. Elle achète du blanc. Elle achète des sous-vêtements, il y a même une trace d'un voyage mystérieux. Quantité d'autres détails. Aussi les photos que j'ai étudiées et mises en contexte. Les lettres de sa fille aînée Irène que j'ai recontextualisées, ce que personne n'avait fait. Je suis un peu prétentieuse de le dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand on voit, quand c'est écrit, on comprend ce qui se passe. Et puis, je suis allée sur les lieux. J'ai retrouvé le lieu où Paul et elle avaient en quelque sorte leur nid d'amour. J'ai trouvé la maison de Marie Curie à Sceaux. Je l'ai visitée, c'est du Hitchcock. J'ai pu démontrer, par exemple, avec la comptabilité aussi, que sa maison était saccagée. Il y a eu une mini-émeute de ses ennemis quand on a voulu la traîner dans la boue. Quand on l'a traînée dans la boue, on a même lapidé sa maison et détruit des meubles, parce qu'il y a des traces immédiates de réparation, etc.
quantité d'autres choses. Et je ne vous dirai pas le sens que j'ai trouvé, mais j'ai même trouvé le sens du code de la boîte postale des deux amants. Je ne vous le dirai pas parce que la signification est extraordinaire. Et elle montre bien ce qu'est cette femme. Sous la scientifique, une romanesque, une romantique slave. Quand on aime jusqu'au bout. On n'économise de rien et on assume sa passion. Donc cette passion, j'ai voulu la reconstituer au plus près de la vraisemblance. On peut voir les différents aspects de mon enquête, etc. Je reste assez discrète sur ma personne parce que qu'est-ce qu'on est devant Marie Curie? Rien du tout. D'abord, on doit lui dire merci, madame, parce que nous lui devons tous la vie, ne serait-ce que pour une petite radio des dents. Merci, madame Curie. Et que dire de la radiothérapie, la Curie-thérapie. Et par ailleurs, parce que, bon, moi, je ne suis pas là pour aller voir sous les draps, mais quand un personnage comme ça, si magnifique dans l'épreuve, continue à aimer jusqu'au bout, et même après la séparation, à revendiquer cet amour, j'ai estimé que 150 après, on pouvait, avec bonheur, se lancer dans le puzzle de cette magnifique passion. Alors dans votre livre, vous écrivez que Marie Curie répétait sans cesse à ses étudiants que l'intuition et l'imagination sont des vertus cardinales, même dans des disciplines aussi rigoureuses que la recherche scientifique. Alors pour effectuer cette reconstitution littéraire, ces vertus étaient bien sûr essentielles. Dans quelle mesure est-ce que ces propos de Marie Curie ont été un encouragement pour vous, pour l'écriture de ce livre ? C'était des propos formidablement rassurants parce qu'on vous dépeint les scientifiques comme des monstres froids de rationalité, d'exactitude, etc., ceux qui sont. Mais pour la découverte, il faut réinventer le monde, il faut se dire. Et si ça n'était pas vrai ce qu'on m'enseigne depuis l'école et ce qu'on répète depuis des siècles? Par exemple, la découverte de Newton sur la gravité avec la pomme, ou bien Einstein qui se dit oui, mais le temps n'est peut-être pas quelque chose d'une valeur absolue, et c'est peut-être une valeur relative. Et d'ailleurs, maintenant on se dit que c'est une évidence, puisque le temps subjectif des uns et des autres, des moments qui paraissent démesurément longs à certains et courts à d'autres, vous voyez. Donc, découvrir que c'est une loi de la physique, c'est extraordinaire, il le prouvait. Ou bien le fait de se dire que, et on nous répète depuis l'Antiquité que les atomes sont assécables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être coupés. Ah, mais tiens, on peut peut-être les couper, d'ailleurs, ces particules, d'où viennent-elles? Et si elles étaient issues du noyau? Et s'il se passait quelque chose dans le noyau? Etc., etc. Et s'il y avait de l'énergie dans le noyau? Et c'est un peu comme les gamins qui rêvent et qui disent « et si, et si, et si ?» Et finalement, la science, c'est peut-être l'esprit d'enfance dans ce qu'il a de plus merveilleux, dans le fond. Et d'ailleurs, Marie disait que c'était un monde de contes de fées, un monde enchanté, la découverte. Et puis en nous racontant cet épisode, c'est un véritable thriller médiatique d'une modernité glaçante que vous nous offrez, puisque Marie Curie a véritablement subi un lynchage médiatique durant quelques semaines en 1911. Qu'est-ce qu'on lui reprochait vraiment ? On la prenait pour bouc émissaire, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord des règlements de compte scientifiques. Elle représentait un courant de la science novateur, théorie de la relativité, existence des ions, des électrons, l'électronique, si vous voulez, qui va fonder la science du XXe siècle, toutes les inventions qui fait que, par exemple, je peux parler devant cette caméra que c'est enregistré, entre autres, ou la montre à quartz, ou le sonar, le tube cathodique, etc., etc. Elle appartenait à ce groupe de merveilleux fous pensants, novateurs, qui s'étaient créés autour de Pierre Curie, et dont Paul était l'un des apôtres. Ensuite, ça va déboucher sur la théorie des quanta. Ça va tout remettre en cause, la théorie des quanta. Alors, les vieux de la vieille, ça ne leur plaît pas. D'abord, c'est compliqué à comprendre. Par ailleurs, on prépare la guerre. On veut en découdre avec l'Allemagne. On veut la revanche sur la guerre de 70. On veut aussi, bien entendu, la revanche sur l'affaire Dreyfus. Les milieux conservateurs et militaristes et extrême droite n'ont pas du tout encaissé
que Dreyfus a été réhabilité. D'ailleurs, quelques années plus tôt, on lui a tiré dessus lors d'une cérémonie officielle. On a voulu le tuer. Alors là, qu'une femme qui soit en même temps un grand savant, ça c'est impossible. On vient de un peu libéraliser le divorce. Il faut revenir en arrière. C'est une femme, c'est une veuve. Elle est contestée scientifiquement. Elle est étrangère, elle est polonaise, enfin elle est étrangère d'origine parce qu'elle est naturalisée par son mariage. Et l'antisémitisme renaît, une rumeur dit qu'elle est juive. Eh bien, elle est juive. Allez, et emballer, c'est vendu. Et on va vouloir la détruire. Et ça, c'est pour prendre une revanche politique de telle sorte que la guerre soit possible. Parce que quand on regarde les organisateurs de cette cabale, eh bien, on s'aperçoit que le journaliste, qui est un voisin de Marie Curie et qui est en même temps le beau-frère de Paul Langevin, il a des intérêts encore plus puissants que ceux de la haine ordinaire. Son patron est un antidreyfusard, c'est un industriel qui vend du rhum, des conserves et des suppositoires à l'armée, mais ce sont des centaines de milliers de soldats, et il a intérêt à la guerre. Et donc, comme on est là en train d'essayer de la rallumer, cette guerre en 1911, ça a été chaud pendant l'été. On a créé des incidents en Tunisie et au Maroc pour y arriver, ça n'a pas marché. Il faut frapper ces gens qui risquent, comme Jaurès, de dire non, ne faisons pas la guerre avec l'Allemagne. Et puis au fil des pages, Marie Curie apparaît véritablement comme un personnage double. Il y a d'un côté Madame Curie, froide, fascinante et intimidante, et de l'autre Maria Sklodowska, très humaine et prête à tout risquer pour ce qu'elle aime. Comment est-ce qu'il s'est construit sur votre plume, ce double personnage, et comment êtes-vous parvenu à vous mettre dans la peau de Marie Curie? Alors, au départ, moi j'étais comme tout le monde, je ne voyais que Marie, l'austère, intimidante, la prof de maths que j'aurais jamais voulu avoir, ni de physique, enfin, ce genre. Moi, vous savez, ces profs de maths qu'on vous annonçait à la rentrée scolaire, vous en aviez déjà mal au ventre quand elle entrait dans la classe. C'est un peu comme ça que je l'apercevais, même si je l'admirais. Et j'ai découvert une femme en effet très double, c'est-à-dire j'ai compris que c'était un masque qu'elle avait dû se construire, y compris devant les photographes. Elle s'enlaidissait, elle se raidissait, parce qu'elle voulait être crédible, parce qu'on avait toujours mis en doute ses compétences. On avait dit que c'était une intrigante, la petite laborantine de son mari, qu'elle s'était fait épouser pour rafler sa gloire. Enfin, on a tout dit. Et après la mort de Pierre, on a mis en cause ses recherches de façon, en disant « elle n'a jamais rien découvert ». Et elle s'est imposée quand même 3 ans de travaux forcés dans son laboratoire pour prouver que le radium était bel et bien un nouvel élément chimique. Donc cette femme est en réalité une femme timide qui cache ses émotions. Elle les cache d'autant plus qu'elle a été élevée quand même à la dure par sa mère et ses sœurs en Pologne, et que d'autre part, en Pologne, il y avait, comment vous dire, l'occupation russe, et ses parents étaient quand même des opposants au régime tsariste, et s'ils étaient passés, c'était la Sibérie. Donc elle a appris tout cela. Et puis, je crois qu'elle sait très bien qu'elle est fondamentalement une sentimentale. C'est d'ailleurs ce que Einstein dira d'elle dès qu'il la rencontre en 1911, lors de ce fameux congrès Solvay pendant lequel va éclater le scandale à Bruxelles. Il dira « La nature de Madame Curie est d'essence sentimentale ». Et il se trompait rarement sur la psychologie des êtres qu'il rencontrait. Et c'est vrai. C'est une grande romantique du 19e siècle qui adore la musique, qui adore la poésie, qui quand elle aime, donne tout, n'épargne rien, va jusqu'au bout. Et on le voit quand on regarde ses archives, à la veille de la guerre de 14, elle recopie le rêve d'amour, c'est le titre, du poète Freiligrath, poète allemand, qui a servi de base au Grand Nocturne numéro 3 de Liszt, et qui dit assume ton amour, rêve tes amours, brûle ton amour, vis tes amours, parce qu'après, auprès d'une tombe, tu gémiras. Et on voit très bien qu'elle assume cet amour pour Paul, même s'il l'a détruite. Elle
elle a aimé. Et avoir aimé, c'est toujours aimer. Et il n'y a pas à regretter l'amour. Et c'est pour ça que je la trouve grande. Alors, si vous voulez, pour écrire ce texte, il ne fallait pas que je m'identifie trop à Marie Curie, précisément, parce que je n'aurais pas pu l'analyser. Je n'aurais été que sympathie. En fait, j'ai été empathie. Empathie veut dire, un peu comme les psychanalystes, neutralité très bienveillante. Mais moi, j'ai une extrême bienveillance pour l'amour, parce que c'est ça qui permet de faire des grandes choses dans la vie et dépasser le quotidien. Et c'est ça qui fonde notre humanité. Sans amour, il n'y a pas d'humanité. Il n'y a pas de fraternité avec les autres humains et il n'y a pas de capacité de faire avancer soi-même d'abord et aussi d'avancer avec les autres pour la construction d'un monde meilleur. C'est ça qu'a été Marie. Et en plus, elle nous a sauvé la vie. Elle nous sauve la vie tous les jours. Donc, quel bonheur de vivre avec ces êtres magnifiques.